Vous me l'avez réclamé et je me suis exécuté. Maintenant que la première saison de la nouvelle série Halo est enfin terminée, nous allons pouvoir décortiquer les bons et les mauvais points. Vous allez voir qu'il y a des tas de choses à dire. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve pour la deuxième fois sur la série Halo, la première saison. Alors évidemment, j'invite les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma première vidéo si vous voulez vraiment un avis sans spoilers. Ici, nous allons parler de façon beaucoup plus large de cette série américaine de science-fiction, évidemment, développée par Kyle Killen et Stephen Kane. Cette œuvre pensée pour la plateforme Paramount+ est la première véritable adaptation de la franchise de jeux vidéo Halo en série, en tout cas dans un format grand public. Ça nous a été présenté sous un format de 9 épisodes, diffusé à partir du 24 mars 2022, et non pas 10 parce qu'il me semble que dans ma vidéo précédente j'avais dit 10 épisodes, c'est juste qu'au cours du développement ils ont changé et décidé de mettre que 9 épisodes. Et pour la France, c'est Canal+ qui a reçu les droits de diffusion. Si vous voulez mon avis sur les jeux, je vous reporte une nouvelle fois sur ma première vidéo, et pour faire simple, je les ai tous faits sauf les derniers depuis l'arrivée de la One. Voilà, je pense que je me rattraperai un autre jour. Ici, chose importante à préciser, je vais chapitrer cette vidéo. Vous trouverez dans la description tous les timers. Je vais d'abord parler des 8 premiers épisodes, puis parler du 8e séparément. Comme ça va me permettre de tourner la vidéo en plusieurs parties et donc de préparer le tout à l'avance, histoire de vous proposer une vidéo bien complète. Il y aura une partie showy. Et oui, voilà, il le faut. Évidemment, c'est une partie parfaitement dispensable, bien que très copieuse. Je pense qu'elle va prendre pas mal de minutes, celle-là. Mais vu que c'est un sujet sensible, bon, même si c'est vraiment con, je vais prendre le plus de tact possible. Et ceux qui ne sont vraiment pas intéressés pourront directement, grâce au chapitrage, passer à l'étape d'après, qui est les commentaires. Oui, il y aura bien une partie commentaires, puis nous finirons sur la conclusion. Alors rien à voir, mais j'en profite également pour dire que j'ai pour la première fois activé les souscriptions sur ma chaîne. Donc pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez m'aider financièrement, eh bien vous pouvez me donner un pourboire. J'ai aussi activé un espèce de système de badge. Bon, je l'ai fait un petit peu vite fait, parce qu'en vérité c'est vraiment que pour les gens qui veulent me soutenir. Et peut-être que je regarderai plus tard si je pourrais créer un véritable système d'avantages. Et voilà, pour l'instant j'ai juste activé ça, donc je vous l'informe. Si vous êtes intéressé pour m'aider, eh bien n'hésitez pas à le faire. Et autrement, pour en revenir à nos moutons, eh bien cette vidéo va spoiler, bien sûr. D'où l'intérêt d'avoir séparé les 8 premiers épisodes et le dernier en chapitrage. Car pour ceux qui n'ont pas encore vu le dernier épisode, vous pourrez sauter cette partie-là afin de passer à l'étape d'après. Bref, résumons un petit peu ce qu'il se passe dans cette première saison. Nous sommes au 26e siècle, là où l'humanité est couverte par un gouvernement, le gouvernement terrien uni ainsi que son armée, le commandement spatial des Nations Unies. Grâce à une certaine technologie, les humains ont pu coloniser l'espace beaucoup plus rapidement, jusqu'à ce qu'en 2525, ils croisent la route de ce qu'on appelle l'Alliance Covenant, une vie extraterrestre qui choisira, elle, de faire la guerre. C'est donc en 2552 que la série débute, alors que les super soldats Spartans seront envoyés pour repousser les Covenants. Et lors de l'attaque d'une colonie rebelle, une équipe de Spartans menée par le Major John 117 trouve sur son chemin un étrange artefact. Il va comprendre que ça peut l'emmener par la suite sur un but bien précis que recherche l'Alliance Covenant, le Halo. Alors soyons clairs, la série n'est pas du tout fidèle aux jeux vidéo, elle raconte une histoire bien différente, mais l'important pour moi est que l'atmosphère reste fidèle à l'univers, qu'on reconnaisse bien Halo. Et vous allez voir que ça va être un petit peu l'enjeu de cette critique, car je vais devoir ouvrir mon esprit par rapport à ça, mais également juger la série pour ce qu'elle est. Je suis vraiment rentré dedans à partir de l'épisode 2, quand on commence à découvrir les camps de réfugiés, les différents environnements. Et dans la première moitié, la série jauge plutôt bien les intrigues avec les scènes d'action qui arrivent généralement vers la fin de chaque épisode. L'histoire cherche aussi à faire une allégorie autour des émotions, parfois liées à l'obéissance, ce qui m'a beaucoup rappelé le film Equilibrium, que je vous recommande d'ailleurs, même si je n'ai pas pu m'empêcher de trouver ça un peu débile, le fait qu'ils puissent retirer leur puce d'émotion aussi facilement dans le dos, parce que pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, si les Spartans n'ont pas d'émotion, c'est parce qu'ils ont une puce anti-émotion intégrée dans leur colonne vertébrale. Tandis que dans le film Equilibrium, en fait, il faut consommer un espèce d'injection, un espèce de vaccin anti-émotion. La première moitié, pour moi, s'arrête vraiment à partir de l'épisode 5,
si je puis dire, un épisode 5 de taré, avec une scène d'action dantesque et malheureusement, je trouve que la première saison commence à chuter après ce moment-là. Ce que je n'ai pas arrêté de me dire, c'est que le soufflet redescend. Ça se voit que les scénaristes ne savaient pas trop quoi faire avec l'histoire autour du Halo, en tout cas pour créer un enjeu à la fois différent des jeux, tout en restant fidèle à l'univers. Et c'est là tout le problème qui va nous emmener au suivant. Le fait de nous éloigner des jeux aussitôt va nous apporter une potentielle saison 2 qui n'a encore plus rien à voir avec l'univers d'origine. Je sais que certains vont me dire qu'on s'en fiche, l'important est la qualité, et bien je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Si tu fais une série Halo, tu dois rester conforme au titre et justifier pourquoi tu l'as appelé ainsi. Sinon, tu fais une autre histoire, une autre série avec un autre titre. Par exemple, pour moi, je trouve que John montre son visage beaucoup trop tôt. Je n'ai pas de problème avec le fait qu'il montre son visage. Ça, pour moi, c'est même essentiel si tu fais une série Halo. Cependant, je trouve que ça aurait été intéressant de jouer la carte de Mandalorian, c'est-à-dire ne montrer son visage que rarement, voire à la fin. Là, ça aurait été beaucoup plus pertinent et ça nous aurait obligé à nous attacher à la personnalité et non à un visage. Il y a des gens qui me disent qu'on ne peut pas s'attacher à un personnage sans visage et que en fait, The Mandalorian ça marche parce que c'est Star Wars, et bien ça je ne suis absolument pas d'accord, puisque sinon les livres n'existeraient pas. Enfin, quand on lit un livre, on ne s'attache pas à un visage, on s'attache à la personnalité. Dans un livre, on décrit parfois un visage, et parfois non. Si le charisme est bien travaillé, eh bien on peut faire confiance à cette technique. Et donc là où la série Halo aurait dû prendre le schéma de Mandalorian, puisqu'en plus, Halo c'est connu pour ça, hein, c'est connu pour le fait de ne pas connaître le visage de John, eh bien cette série a décidé de faire tout l'inverse. Et c'est ça qui fait qu'on n'a pas l'impression de voir le véritable John 117 des jeux. La série mise sur son humanisation, ce qui est bien, mais trop rapidement selon moi. Je pense que la première saison aurait dû raconter quelque chose de différent, en essayant de s'attacher au John, mais sans voir son visage. Et la saison 2 aurait dû ressembler à celle qu'on connaît aujourd'hui. Parce que du coup, lorsque le héros découvre ses émotions pour la première fois, l'histoire prend un chemin radicalement et ouvertement différent. Et un chemin qui aurait pu être intéressant s'il avait été utilisé en guise de cliffhanger, mais ça devient au contraire le fer de lance de cette saison, voire même de cette série. Et c'est là que certains fans vont potentiellement se perdre. Parce qu'à partir du moment où il retire son casque, on ne le reverra pratiquement plus avec. Sauf pour les scènes de combat et encore. Hein. Et c'est là que je me suis dit que la série n'aurait pas dû s'appeler Halo. Alors ok, la thématique qu'ils abordent sur la déshumanisation reste intéressante, même si il y a des choses à revoir selon moi. Je pense bien sûr au semblant de romance entre John et Mackie, qui tire des ficelles un peu faciles selon moi, sans compter le fait que cette courte romance nous prive d'un arc véritablement important sur l'Alliance Covenant. Exactement comme l'avait fait Halo 2. On ne voit que très peu de choses d'eux si ce n'est les scènes d'action. Autrement, j'ai bien aimé la création de Cortana qui va beaucoup plus loin qu'une simple idée d'intelligence artificielle. Cortana qui est d'ailleurs faite entièrement en images de synthèse et j'ai trouvé pas ça très jojo, puisque même si elle est très bien faite, ça fait un petit peu jeu vidéo, et à savoir que je la trouvais plus belle dans le jeu. Je pense qu'ils auraient dû assumer le côté synthétique à 100%. De plus, selon moi, l'évolution de la relation entre elle et John stagne très vite, sans compter le fait que son comportement est un peu ambigu parfois. Genre elle a été créée pour obéir, mais en fait non, puisqu'elle est un peu empathique, c'est trop bizarre. On a aussi un arc avec Quan et Soren qui, une fois de plus, lors de la première moitié était vraiment très bonne, mais j'ai commencé doucement à décrocher lorsque je me suis rendu compte que en fait ça n'apportait pas grand chose à l'avancement principal, sans compter le fait que son évolution n'était pas très claire avec l'histoire chamanique autour. Et je ne peux pas retirer aussi que dans cet arc il y a le fameux grand méchant manichéen. C'est à se demander s'il ne se regarde pas dans un miroir en se disant « Ah putain, qu'est-ce que c'est bon d'être un méchant hein !» Surtout qu'au début de la série on en fait toute une montagne sur lui et au final il n'est pas très intéressant, il n'a pas vraiment de fond et de personnalité, et son histoire se boucle très rapidos. Mais pour moi le plus gros point fort de la série c'est le reste du travail autour de la forme, comme par exemple il n'y a pas de bruit dans l'espace. Alors je sais que ce n'est qu'un détail, mais pour moi c'est important. Ils ont fait un truc à la Dead Space, ça marche très bien. Vous savez, un espèce d'effet de bruit d'eau sous l'espace, moi je trouve ça plutôt immersif. Les quelques batailles spatiales sont plutôt riches et ça m'a beaucoup rappelé l'attaque des clones. Et d'ailleurs, pour revenir encore à cette fameuse bataille de l'épisode 5, c'est du Starship Troopers plus. J'ai cru que j'allais mourir sur mon fauteuil tellement que c'était bon, et pour le coup, on a vraiment eu l'impression d'avoir du Halo, du vrai Halo.
Bon, même si les clins d'œil sont un peu vénères avec par exemple les vues FPS, ce n'était pas forcément nécessaire, mais bon, ça fait plaisir. Alors j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo, mais j'aime beaucoup la langue qu'ils utilisent pour l'Alliance Covenant. Vous savez, genre ils utilisent l'essai en faisant ça fait vraiment très alien pour le coup. C'était intéressant aussi de nous montrer l'adolescence, enfin plutôt la jeunesse à part entière de John. D'ailleurs, au passage, l'acteur qui incarne le John adolescent a vraiment bien été choisi, hein, on dirait presque que c'est le même. Et au passage, Pablo Schreiber qui incarne le héros principal n'a pas été choisi par hasard puisqu'il mesure pratiquement 1m96. Ce mec est littéralement un titan. Hein. J'aime beaucoup aussi les costumes de manière générale, puisqu'on est pile à la frontière où ça fait geek, mais sans faire kitsch. De plus, on a été gâté dans cette série par les effets spéciaux, notamment sur l'élaboration des décors. Dans chaque apparition d'un nouvel environnement, c'était un régal. Et le tout est embelli par les couleurs. Je trouve que la photo est soignée, même s'il propose de choses très simples. Et comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, le thème principal des jeux, le cultissime thème des jeux, est beaucoup trop discret dans la série. Parfois on l'entend, mais c'est vraiment lorsqu'on évoque le Halo. Mais par contre, aussi surprenant que ça puisse paraître, j'ai fini par apprécier le thème principal, le nouveau thème principal créé pour la série. Voilà, donc je vais parler maintenant séparément de l'épisode final, comme ça si vous n'avez pas vu ce dernier, eh bien vous pourrez passer directement à la suite grâce au chapitrage. Comme je l'imaginais, ils ont bien fait monter l'épicness pour ce final. Maki est devenu, entre guillemets, l'antagoniste principal, en tout cas par conséquence, comme nous laissait suggérer la fin de l'épisode 8. En tout cas, c'est en parallèle du Dr. Halsey qui, elle, est véritablement présentée comme l'antagoniste de l'histoire. Alors visuellement, cet épisode est très beau, on a une magnifique sensation de grandeur qu'on n'a pas eu assez lors des épisodes précédents. C'est là qu'on sent qu'ils ont vraiment fait craquer leur budget pour la fin, de façon à ce que le spectateur puisse bien mémoriser la série. Et surtout, John remet enfin son casque, c'est pas trop tôt, j'ai envie de dire. À chaque fois qu'il remet son casque, c'est clairement les meilleurs moments de la série. Bon, même si je trouve que les plans vus FPS sont un peu en trop, là pour le coup ça fait vraiment référence du geek. Hein. Je trouve également qu'il y a un bon feeling parmi les Spartans, même si je trouve ça un peu énervant que personne ne se soit alarmé du fait que deux d'entre eux se soit retiré la puce d'émotion. Surtout qu'on a bien vu dès le début que la direction pouvait être alertée de ce genre d'action, action qui, dans le lore, m'a tout l'air d'être extrêmement dangereux. Et de plus, voir les autres désobéir aux ordres, alors qu'ils sont toujours tenus en laisse, pour moi, n'a pas trop de sens. Et je trouve qu'il y a plein de trucs bizarres comme ça dans la série. Alors je pense que vous l'avez remarqué, mais le final est un épisode entièrement sans Quan. Et pour ma part, entre vous et moi, je vais vous le dire, j'ai trouvé ça mieux. Puisque là, pour le coup, on a eu un véritable épisode Halo. Alors certes, il y a des petits clichés à droite à gauche, des petits Deus Ex Machina, mais ce n'est pas bien grave. En revanche, je ne m'attendais pas à ce que la saison se termine sur un cliffhanger de la sorte. On remarque que beaucoup de sujets n'ont pas été refermés, donc ils attendent pour l'instant gentiment de voir si la série va marcher avant d'en faire une suite. Voilà, donc avant de conclure, il reste encore deux parties, celle sur Shoei et celle sur vos commentaires de ma vidéo précédente, donc on passe tout de suite à la partie Chewbacca. Alors, la partie sensible, la partie de Chewbacca. Et encore une fois, n'hésitez pas à passer celle-ci si elle ne vous intéresse pas, ça sera un gros morceau de la vidéo. Sujet polémique, même si pour moi, j'aimerais vraiment que ce genre de sujet soit quelque chose de normal, qu'il n'y ait pas d'embrouille, juste une discussion on ne peut plus basique. Ce genre de discussion permet au contraire de faire évoluer les séries, et c'est la raison pour laquelle je n'hésiterai pas à en parler dans une vidéo à part lorsque la prochaine série du Seigneur des Anneaux sortira. En vérité, si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de commentaires dans la vidéo précédente ont réagi pour l'aspect chewbackesque de la série. Et si vous me connaissez, vous devez savoir que je suis très à l'aise avec la diversité ethnique au sein d'une série, surtout si c'est une série de SF. Mais tant que ça reste crédible, tant qu'on ne fait pas du quota, je ne déteste le quota, et le quota et la diversité ethnique, ce n'est pas la même chose. Et surtout, tant qu'on ne cherche pas à provoquer, ce que font beaucoup de films et de séries
d'aujourd'hui, comme par exemple la future série Resident Evil de Netflix. La meilleure façon de voir si un film ou une série provoque, c'est de passer un petit test d'analyse. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le test de Bechdel. C'est un test d'une féministe qui a pour but de détecter la présence de sexisme au sein d'une fiction. Ou du moins pas forcément sexisme, mais plus présence dominante de masculinisme. Mais ça n'a pas pour but de dénoncer quoi que ce soit, ça a pour but de mettre le doigt sur quelque chose pour prouver que ça existe. Et bien sûr, ce n'est absolument pas un critère de qualité. Ça, c'est vraiment très important à prendre en compte. On peut très bien faire un film avec que des noirs, que des blancs, que des arabes, que des asiatiques, ou que des femmes, que des hommes, etc., sans que ça ne touche à la qualité, du moment que ça reste crédible, bien sûr, encore une fois. Le test de Bechdel repose donc sur 3 critères. Alors évidemment, au départ, j'ai fermé mon esprit, pour moi c'était complètement con, mais avec du recul, je trouve que ça reste quand même intéressant à analyser. Le premier critère consiste à avoir 2 femmes nommées, donc nom et prénom, dans l'œuvre. Le deuxième critère demande à ce que ces 2 femmes puissent parler entre elles. Et le troisième critère consiste à voir si leur conversation ne se base pas sur un homme. Par exemple, prenez le vieux film Twister, le film sur les tornades là. Eh bien, il y a plusieurs personnages féminins qui apparaissent dans le film, mais sauf que à chaque fois qu'elles interagissent entre elles, eh bien, c'est pour parler de l'homme. L'homme qui est au milieu, enfin, le centre d'intérêt du film, c'est l'homme. Eh bien, moi, j'ai maintenant décidé de faire la même chose pour détecter et analyser la présence de Chewie, que j'ai appelé le test de Chewbacca. Dans mon test, le premier critère consiste à voir combien de blancs sont mis en avant dans la tête d'affiche. Parmi ces blancs, combien sont-ils des hommes? Parmi ces hommes, combien ont-ils plus de 30 ans? Parmi cette catégorie sélectionnée, combien sont-ils hétéros? Et parmi ces hétéros, combien ne sont-ils pas des lâches, des méchants, des traîtres ou autres images dégradantes? Vous savez que le grand méchant loup pour Chewbacca aujourd'hui, c'est le fameux homme blanc occidental, hétéro, de plus de 30 ans. Vu que cette catégorie a beaucoup trop dominé la pop culture, c'est un petit peu comme une espèce de revanche. Si vous prenez par exemple la dernière série Cowboy Bebop, vous ne verrez presque pas d'hommes blancs hétéros de plus de 30 ans sans avoir une image dégradante. Et c'est pour ça, j'insiste avec ça, mais le fait d'avoir remplacé Jet par un acteur noir était vraiment là pour être sûr qu'aucun blanc viril ne soit en tête d'affiche. Et des films et séries comme ça, mais il y en a plein. Enfin, vous prenez par exemple Wu Assassins, qui je pense est encore pire car elle véhicule carrément un message de représailles. Bien, maintenant que les bases sont posées, qu'est-ce qu'il en est réellement de la série Halo? Eh bien, la série Halo est un peu différent. Déjà, on a tout, bien sûr, et le héros principal est blanc. Donc là, j'ai envie de dire, fin du débat. Mais le truc qui me déplaît dans tout ça, c'est justement le fait que le héros soit blanc. Eh bien, il faut compenser ça dans le reste en ramenant des mathématiciens qui va calculer le temps d'apparition de chaque ethnie à l'écran, et ça, mais je déteste. Vu que le héros est déjà un homme blanc, le reste du quota d'hommes sera compensé par des personnages noirs importants. Et donc, le reste du pourcentage de quota d'hommes blancs sera utilisé pour des personnages qui apparaissent pas longtemps, des personnages qui crèveront au bout de 2 minutes, et s'ils apparaissent trop longtemps, évidemment, ils seront utilisés pour jouer les mauvais personnages, les méchants, les gredins, ou même les mecs carrément bizarres. Et moi, personnellement, ça me dérange, non pas pour la discrimination, mais juste parce que ton univers, je n'y crois plus. Je ne crois plus à ce qu'on se voit, car on voit très bien que les ethnies ont été minutieusement choisies à l'écran pour que tout soit parfaitement homogène, ce qui n'est pas du tout le cas de la réalité, évidemment. Dans la vraie vie, rien n'est homogène. On est parfois plus blanc d'un côté, plus noir de l'autre, plus mélangé à certains endroits, comme l'avait fait la série The Foundation. On avait des planètes entièrement noires, d'autres blanches, et des planètes de capitale où les gens se rassemblaient, se mélangeaient. Ça, c'est du Chewbacca bien maîtrisé, bien propre et bien crédible. Et ce qui m'a vraiment fait sortir de la série, ce sont les tribus ou les colonies qui vivent sur plusieurs générations, j'imagine, et qui sont parfaitement diversifiées dedans, mais comment c'est possible? Et là, vous allez me dire, mais du coup, à ma place, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, c'est simple, si j'étais le directeur de casting, je ne regarderais jamais la couleur. Sauf quand ça apporte quelque chose à l'univers, donc avec cette fameuse histoire de tribu et de colonies, comme je vous l'ai dit, ou encore quand ça consiste à incarner un personnage déjà existant dans le lore, et on va y venir. Parmi les Spartans secondaires, ce n'était pas possible de mettre un autre personnage homme et blanc. Et évidemment, il fallait les remplacer par des femmes blanches pour compenser le reste du pourcentage de blancs, afin d'éviter d'avoir trop d'hommes, et ça aussi, ça me sort du truc. Enfin, je veux dire, l'armée... Enfin, les Spartans pour moi c'est l'armée plus. Et l'armée a toujours été composée d'une toute petite minorité de femmes et je vois pas pourquoi ça changerait d'un coup, surtout que pour les Spartans,
moi je choisirais ceux qui ont le plus haut pic de testo. Bref, faites quelque chose de crédible, c'est tout. Enfin, on s'en fiche de la discrimination ou quoi que ce soit. Pour ma part, ça ne m'aurait pas choqué d'avoir un John 117 noir. D'ailleurs, personnellement, j'ai toujours imaginé ainsi, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais en revanche, remplacer Jacob Case par un acteur noir, pour moi, je trouve que c'était une mauvaise idée. Ce qui laisse bien sûr un ticket pour que sa fille soit métisse, alors qu'évidemment, dans le jeu, elle ne l'est pas. Je pense que la série aurait dû rester fidèle au jeu, et je vais me permettre de dire la même chose que ce que j'ai dit pour Jet, mais j'ai vraiment l'impression que c'était un prétexte pour retirer un énième blanc de la tête d'affiche. En tout cas, des personnages secondaires importants. Personnages secondaires importants avec de la valeur. Je dis bien, s'il s'agissait de créer de la diversité, ce que j'aurais souhaité, évidemment, eh bien, il fallait créer de nouveaux personnages. Ce qu'ils ont déjà fait, donc c'est pourquoi je ne comprends pas ces décisions. Jacob aurait dû être incarné par un acteur blanc. Voilà, pour moi c'est pas plus clair. Évidemment, je sais que des gens vont me dire que peut-être que l'acteur a été choisi pour son talent, un classique, mais je trouve cet argument vachement moyen parce que, je suis désolé, mais on n'a pas besoin d'un talent spécifique pour jouer le rôle du capitaine Jacob Case, d'autant que l'acteur en question n'a rien d'exceptionnel. Alors, il est correct, hein, il est très correct, c'est pas la question, mais il ne dégage rien de ouf non plus. Et de plus, cet argument, je trouve un petit peu raciste, car je suis désolé de vous le dire, mais on trouvera toujours des talents de partout, dans toutes les ethnies. Et quel que soit le rôle, vous prenez n'importe quel biopic, comme par exemple Gainsbourg vie héroïque, putain, le casting, ça se voit qu'il a été sévère, hein. D'ailleurs, pour faire une transition douce sur la partie des commentaires, je vais entamer avec celui d'un certain Artemisio X, alors je sais pas si c'est Artemisio 9 ou X, qui nous dit que s'il s'agissait simplement de faire du quota, eh bien, nul besoin de remplacer le capitaine Case par un acteur noir, puisque on avait déjà un Avery Johnson solide. Et c'est vrai, et c'est pour ça que je me dis que si on adapte la série suffisamment loin pour voir ce personnage, alors je n'ai pas fait attention s'il est là, dans la série, dans la première saison, je m'en excuse, mais si la série décide de le faire apparaître, eh bien, à quoi il va ressembler? Est-ce que lui aussi il sera noir? Est-ce qu'il sera remplacé par un blanc, par un asiatique? On est tous d'accord pour dire que tout le monde voudrait qu'il ressemble au jeu. On est ok avec ça. Je veux dire, pour ne pas que les joueurs se perdent, eh bien, pour moi, ça doit marcher dans les deux sens. Et pour finir, pour conclure cette partie Chewbacca qui dure bien trop longtemps, et d'ailleurs je sens que je vais me faire encore engueuler dans les commentaires en me disant « tu penses qu'à ça ?» Écoutez, je pense qu'il faut parler de tout avec dignité. Pour conclure, je sais que des gens vont me dire mais en fait on s'en fout. C'est quoi l'important? C'est juste une couleur? Eh bien, je trouve que c'est une réponse intéressante, même si ce n'est pas mon avis. Si on avait fait une série Halo avec un Master Chief rouge au lieu de vert, on est tous d'accord pour dire que ce n'est plus le Master Chief. Et bien là, c'est pareil. Si avoir un John 117 rouge ne vous pose aucun problème, ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas le même niveau d'exigence sur la fidélité d'une adaptation. Et ce n'est pas une raison pour se faire la guerre. Au contraire, c'est génial même, puisqu'on pense tous différemment. Mais à ce moment-là, j'estime qu'il faut négocier. Si vous, la couleur ne vous pose aucun problème, eh bien, je veux qu'on remette le John 117 en vert, et tout le monde est content. Tout le monde sera content. Si tu adaptes Halo, tu dois rester fidèle sur la forme, quitte à l'améliorer un petit peu comme les costumes de super-héros par exemple. Vous savez, le costume de Superman dans le dernier, bon, ok, il n'a plus son slip rouge, mais tout le reste c'est quasiment le même que la première version, mais en amélioré avec un petit design stylé. Mais seulement, le changement de couleur d'une peau, ce n'est pas une amélioration, c'est juste un changement. Voilà. Bon, on s'arrête ici, maintenant on va passer à la partie de vos commentaires de la vidéo précédente. Nous avons Metallica Ben, donc je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, qui nous dit que ce qui fait l'essence de John, c'était justement le fait de ne jamais voir son visage. Ça créait du mystère, et oui, justement, ça répond à ce que je dis au début de la vidéo. Pour moi, le fait de montrer son visage dans la série a été au contraire le fer de lance de l'histoire, et je pense que c'était une erreur. À la limite, il fallait faire ça pour une suite et créer une autre histoire pour cette première saison. Une histoire qui se rapproche beaucoup plus des jeux, par exemple. Nous avons ensuite USG PR of Arc et bien d'autres commentaires qui se sont révoltés, alors des fois plus ou moins gentiment, par rapport à ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, qu'il n'y a pas d'histoire dans Halo, sauf dans le 4. Alors, je trouve ça un peu triste de devoir préciser ça, mais c'était une blague en fait, je plaisantais. Évidemment qu'il y a une histoire dans Halo, principalement dans le deuxième jeu, où ils ont commencé à mettre les mains en profondeur dans l'univers,
notamment avec cet aspect géopolitique avec l'Alliance Covenant. Mais par contre, j'insiste toujours pour dire que le 4e jeu est le premier à bénéficier d'une véritable narration beaucoup plus mature. Ça pour moi c'est factuel et la narration c'est vraiment important. D'ailleurs au passage, la narration de la série est vraiment très bonne. Et nous finissons sur Spartan Biker qui appuie sur le fait que les personnages sont non seulement parfois différents physiquement, mais également mentalement. Leur comportement n'est pas du tout le même que dans les jeux, et ça c'est vrai que c'est un gros problème. Parce que non seulement par rapport à la partie Chewbacquesque, on nous a montré que les personnages sont parfois différents physiquement, mais en plus, même au niveau du comportement, ça ne colle pas. Donc en partant de ce constat-là, mais faites juste une autre série. Tout simplement. Et la série restera bonne, croyez-moi. Et voilà, pour conclure, je dirais que Halo est pour moi une bonne série. Ce n'est pas parfait, il y a plein de défauts, plein de choses à corriger, ce n'est pas excellent, mais ça reste une bonne série. Surtout si on accepte qu'elle n'est pas comme les jeux. Ce sont deux univers qui se ressemblent beaucoup sur la forme, mais se séparent sur le fond. Vous savez, j'ai discuté avec des gens sur des forums et on m'a dit « Ouais mais faut pas déconner, je veux dire, le premier jeu, qu'est-ce que tu veux adapter avec ça ?» Mais évidemment, je ne parle pas de ça, moi. Quand je parle d'adapter, je parle de s'inspirer de la saga entière des Halo, sans compter qu'il y existe aussi des livres que je n'ai pas vus, mais j'ai lu vos commentaires dans la vidéo précédente, vous avez parlé de ça, et apparemment, la série se torche un peu avec ça. Moi, je n'ai aucun problème avec le fait de faire une réécriture, exactement comme l'avait fait Christophe Gans pour son adaptation de Silent Hill, mais pour moi, dans ce film, l'univers d'origine est intact autant sur le fond que sur la forme. Alors que, encore une fois, c'est une réécriture avec de nouveaux personnages. Mais en revanche, la série Halo a réussi là où le film Uncharted a échoué. Les jeux Uncharted sont déjà très cinématographiques et le film n'a pas réussi à trouver de l'intérêt dans tout ça. Contrairement à la série sur Halo qui a réussi à sortir son épingle du jeu, même si le résultat est qu'on obtient quelque chose de bien différent de l'original. C'est pour moi presque un The Expanse de poche. Je me suis rarement ennuyé, enfin en tout cas sur la première partie et dans le dernier épisode, parce que la deuxième moitié pour moi s'essouffle un tout petit peu. Mais je comprends parfaitement que les fans décrochent, ce qui est ironique de la part d'une adaptation. Voilà, putain, cette vidéo était très longue, la vache, c'était vraiment très long et très long à faire surtout. Ça m'a un tout petit peu épuisé, donc bon, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire part de votre avis sur la série dans les commentaires, car comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire également, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.